Bienvenue sur Electro-MIC. Aujourd'hui, nous allons redonner de l'énergie à une pile non rechargeable. Sachez avant toute chose que recharger des piles n'est pas sans danger. Il faudra donc tenir compte de consignes strictes. La pile doit être une pile alcaline, c'est écrit dessus. On le voit écrit ici, en haut. Sur celle-ci, c'est en bas. Pour celle-là, c'est en haut comme sur la première. Et pour la dernière, c'est écrit sur le côté. Vérifiez son état général. Si elle est cabossée ou rouillée, elle risquerait de fuir ou même d'exploser pendant la recharge. La vidéo comportera 3 étapes. Chacune de ces étapes est importante. Premièrement, une impulsion. On verra comment envoyer la bonne impulsion, quels composants utiliser et comment le régler à l'aide de l'oscilloscope. Vous verrez, c'est simple. Deuxièmement, limiter la tension et l'intensité du courant électrique. On ajoutera une résistance. On va apprendre comment choisir la valeur de cette résistance. Troisièmement, stopper la régénération si la tension résiduelle est inférieure à 1,25 volts. C'est quoi la tension résiduelle? Lorsqu'un appareil ne fonctionne plus, on pense que la pile est totalement morte, alors qu'il reste quand même une tension aux bornes de cette pile. La tension restante, c'est ce qu'on appelle la tension résiduelle. S'il reste moins de 1,25 volts aux bornes, alors inutile d'aller plus loin. Votre pile devra rejoindre le bac de recyclage. La pile est suffisamment régénérée. Et oui, si la pile est totalement rechargée, à quoi bon continuer de l'alimenter? La température. Pour éviter la surchauffe, il vaut mieux stopper tout et alerter. Une fois qu'on aura franchi toutes ces étapes, qu'on aura bien compris le fonctionnement, alors on pourra faire un premier test, mais pas avant. L'impulsion. Pour commencer, qu'est-ce qu'une impulsion? C'est tout simplement la circulation d'un courant électrique dont la variation est brusque avant de revenir à son état initial. Sur une représentation graphique, on comprendra mieux. En abscisse, je vais placer une droite qui indique le temps qui passe. L'unité de mesure sera la seconde. Puisque le temps défile vers la droite, alors je place le 0 ici. En ordonnée, on va indiquer la tension qui s'exprime en volts. Plus on va vers le haut et plus la tension sera forte. Le 0 servira à la fois pour le temps qui passe, mais aussi pour une tension nulle. Puisqu'on veut envoyer de l'énergie électrique dans notre pile pour la régénérer, ce qui veut dire recharger, on va indiquer une tension de 1,65 volts sur le graphique. Pourquoi 1,65? Parce que pour recharger notre pile, il faudra envoyer une tension 10% plus élevée que sa tension d'origine, c'est-à-dire 1,5 volts plus 10%, ça fait bien un total de 1,65 volts. Tout se passe pour le mieux, sauf que la tension envoyée est continuelle. La pile va donc s'échauffer, ce qui peut l'endommager définitivement. Pour éviter cet échauffement, on fera chuter la tension de temps en temps. Et voilà ce que ça donne. Le moment où la tension est maximale s'appellera le temps haut, normal, puisqu'il est en haut du graphique. Le moment où la tension est au minimum s'appellera le temps bas, parce qu'il est en bas. La durée pendant laquelle la pile recevra une tension de 1,65 volts sera de 120 millisecondes. Il s'agit de millisecondes, mais il faut garder en tête que l'unité de mesure du temps, c'est la seconde. La durée pendant laquelle la pile ne sera plus alimentée en énergie électrique sera de 5 millisecondes seulement. Additionnons les deux temps, le temps haut de 120 millisecondes et le temps bas de 5 millisecondes. Ça fait 125 millisecondes. L'unité de mesure étant la seconde, ça fait 0,125 secondes. L'addition de ces deux temps porte un nom. On appelle ça une période. Prenez un repère quelconque sur le graphique, disons ici. Faites défiler le signal dans le temps. Lorsque vous êtes de nouveau au même endroit, vous venez de parcourir une période. Pour envoyer ces impulsions composées successivement de temps haut et de temps bas, nous utiliserons un NE 555.
Nous l'alimentons ainsi. La broche 1 sera reliée au négatif, la broche 8 sera reliée au positif, en 5 volts. N'oublions pas qu'il faut impérativement que la broche 2 et 6 soient reliées entre elles. Pour faire varier le signal, on devra calculer la valeur de ces deux résistances ajustables, RA1 et RA2, en tenant compte de la capacité du condensateur C1 que l'on aura déterminé. C'est un condensateur polarisé, c'est-à-dire qu'il a un sens de branchement. Son but est de se charger à travers les deux résistances RA1 et RA2, puis de se décharger à travers RA2 uniquement. C'est au moment de la recharge du condensateur que le signal sortira de la broche 3. Ici j'ai mis la pile, mais je vous ferai voir tout à l'heure sur la breadboard, je mettrai une LED verte, ce sera plus visuel. La résistance R3 est là pour limiter l'intensité du courant traversant la pile. Bon, il est évident que cette résistance n'aura pas la même valeur que celle qui alimentera la LED. Remarquez la broche 4 qui traverse la résistance R4 avant d'aller rejoindre le positif. On aurait très bien pu relier directement la broche 4 au positif, sauf que pour ce circuit, il est important de pouvoir stopper la charge à tout moment. On reviendra également sur le sujet un peu plus loin. Le condensateur C2 est là seulement pour éviter de laisser une broche en l'air. Vous vous dites peut-être que la broche 2 est en l'air, mais non, elle est reliée à la broche 6. Le condensateur C3 est uniquement là pour limiter les parasites, c'est tout. Bon, c'était un rapide survol du NE555 pour comprendre un peu comment il fonctionne. Trouvons la valeur de la résistance ajustable 1, la résistance ajustable 2 et la capacité du condensateur C1 du schéma qu'on vient de voir tout à l'heure. 120 millisecondes, c'est le temps haut. En secondes, ça nous donne 0,12 secondes. 5 millisecondes, c'est le temps bas. Également en secondes, ça nous donne 0,005 secondes. Nous allons résoudre deux équations. On commence par la deuxième, parce qu'elle est plus simple. Il n'y a que trois éléments multipliés entre eux. 0,693, la valeur de la résistance ajustable 2 en ohms et la capacité du condensateur en farad. On peut choisir un peu n'importe quel condensateur, on adaptera la valeur de la résistance en conséquence. Prenons un condensateur de 47 microfarads. En farad, ça fait 0,000047 farad. La valeur de la résistance RA2 sera égale au temps bas, exprimé en secondes, c'est-à-dire 0,005 secondes, divisé par tout ce qu'on connaît déjà, à savoir 0,693 fois le condensateur, c'est-à-dire multiplié par 0,000047 farad, ce qui nous donne un résultat de 153,51 ohms pour la valeur de la résistance RA2. Maintenant que nous connaissons la valeur de RA2 et la capacité du condensateur, il sera plus facile de trouver RA1 avec la première équation. On procède un peu de la même façon. On prend le temps haut, que vous devez connaître, 0,12 secondes. Oui, parce que là on parle bien en secondes, que l'on divise par 0,693 fois la capacité du condensateur et on soustrait. On soustrait quoi en fait? On soustrait la valeur de RA2 puisque dans la première équation, RA1 et RA2 sont additionnés. On enlève donc 153,51 ohms, RA1 aura une valeur de 3530,7 ohms. Et voilà, en prenant ces deux résistances ajustables et ce condensateur, vous obtiendrez un signal carré d'une période de 0,125 secondes, soit une fréquence de 8 Hz. Retournons sur le tableau blanc. Nous avons découvert la valeur de la résistance RA1, RA2 et la capacité du condensateur C1. On regarde ce que ça donne concrètement sur une breadboard et on observera le signal carré à l'oscilloscope. J'ai remplacé la pile par la LED pour le visuel. La résistance R3 de 220 ohms limitera l'intensité du courant dans la LED. Le NE555 est ici. Le condensateur C3 de découplage aura une capacité de 100 nanofarads.
Le condensateur C2 fera 22 nanofarad et sera branché sur la broche 5. La résistance R4 aura une valeur de 10 kΩ. C'est à partir de là qu'on pourra intervenir sur le NE555. Les deux résistances ajustables RA1 et RA2 qui, avec le condensateur C1, font varier le signal. Si l'on tourne la vis du dessus de la résistance ajustable RA1, on fera varier le temps haut. En tournant la vis de résistance ajustable RA2, on fera varier le temps bas et aussi le temps haut, mais dans une moindre mesure. Comme j'ai changé un peu les valeurs des résistances ajustables, la fréquence n'est pas parfaite. Le temps haut est bon, tout juste 120 millisecondes. Reste plus qu'à se caler sur le temps bas. Et en effet, il y a une erreur de 100 microsecondes. C'est pas beaucoup, mais c'est l'occasion de fignoler le réglage. Ça tombe vraiment bien. Je positionne le curseur de l'oscilloscope sur tout juste 5 millisecondes. Puis je tourne la vis de RA2. Je dévisse. Comme ça, le condensateur se déchargera plus vite. L'espacement devrait se réduire jusqu'à obtenir tout juste 5 millisecondes. La résistance est sortie de la breadboard. Le but ici est qu'il faut tourner la vis de façon à ce que le trait jaune que l'on voit à l'oscilloscope juste derrière s'aligne avec le repère des 5 millisecondes. Voilà qui est fait. Limiter la tension et l'intensité du courant électrique. Nous ne connaissons toujours pas la valeur de la résistance R3. Avant de la découvrir, nous allons placer une diode entre la pile et la résistance R3. De cette façon, rien ne se passera si on inverse la polarité de la pile. Maintenant, nous allons pouvoir calculer la valeur de la résistance R3. Cette valeur dépendra avant tout de la tension qui sort de la patte 3 du NE555, de la chute de tension de la diode, qui fait 0,7 volts, et des besoins de la pile. En sortie du NE555, on mesure une tension de 4,3 volts. Déduisons 0,7 volts de chute de tension de la diode et les 1,65 volts nécessaires à la régénération de la pile. Cela nous donne une tension de 1,95 volts aux bornes de la résistance R3. L'intensité du courant électrique parcourant la pile ne devra pas dépasser 0,1 A. En utilisant la loi d'Ohm, U égale RI, aux bornes de la résistance, on aura 1,95 volts divisé par 0,1 A, ce qui fait une valeur de 19,5 ohms. Et comme j'en ai pas, je vais prendre une résistance d'une valeur de 22 ohms. Plus la valeur de la résistance R3 sera élevée, et plus il faudra du temps pour régénérer notre pile. Vérifions la puissance dissipée par la résistance R3 avec la formule P égale U fois I, c'est-à-dire la puissance exprimée en watts, sera égale à la tension multipliée par l'intensité, ce qui nous fait P égale 1,95 volts fois 0,1 A. La puissance dissipée par la résistance R3 sera de 0,195 watts. Et comme j'utilise des résistances d'un quart de watt seulement, on s'approche du maximum. Alors, je mettrai une résistance d'1 watt. Mais si vous possédez des résistances d'un demi-watt, ça fera très bien l'affaire. Pour visualiser que le NE555 envoie bien une tension positive, on va placer une LED verte en parallèle de la pile. Il lui faudra aussi une résistance pour ne pas qu'elle grille. On utilise la même méthode que pour la résistance R3. R5 fera 270 ohms. On aurait pu mettre beaucoup moins, mais c'est suffisamment lumineux. Maintenant qu'on a limité la tension et l'intensité de la recharge, passons maintenant à l'étape 3. Stopper la régénération.
Comment stopper la régénération de la pile? C'est simple. Regardez la broche 4 du Ne555. Elle traverse la résistance R4 avant d'aller rejoindre le positif. Tant que la tension est positive, le Ne555 fonctionnera et alimentera la pile. Mais si on envoie du 0 V ici, entre la résistance R4 et la broche 4, alors le Ne555 cessera de fonctionner. Il n'y a qu'à placer un transistor ici. Et dès qu'il sera passant, la pile ne sera plus alimentée, tout simplement. On utilisera un BC547C. C'est un transistor bipolaire NPN. Il a donc la particularité de faire circuler du 0 V entre l'émetteur et le collecteur lorsque sa base est alimentée avec une petite tension positive de 0,7 V et un courant très faible. Comme la régénération sera stoppée, autant prévenir avec un buzzer qui cassera les oreilles et une LED rouge. Donc, le transistor aura trois fonctions: stopper la recharge, alimenter un buzzer bruyant et une LED rouge. Calculons la résistance qui sera à sa base, parce que ce serait bien dommage qu'il grille lui aussi. Une fois de plus, il faut avant tout connaître l'intensité du courant électrique demandé. Le buzzer demande 25 mA et la LED demandera 15 mA. Voyons large, alors on va dire 60 mA. Le buzzer et la LED seront à l'aise et le transistor, lui, peut fournir pratiquement le double. On mesure le gain du transistor BC547C, environ 500. Sur le datasheet du BC547, donc c'est la fiche technique qu'on trouve gratuitement sur internet, à la ligne HFE, donc le gain, c'est écrit entre 420 et 800, alors on est bon. Ça veut dire que si on fait passer un petit courant électrique d'une intensité de quelques milliampères sur la base du transistor, il pourra faire circuler un courant électrique d'une intensité 500 fois plus grand. Il faut savoir que ce gain de 500, que l'on appelle aussi HFE, varie grandement suivant la température du composant. Plus il fera chaud et plus le HFE sera grand. Maintenant qu'on a les informations nécessaires, on va pouvoir calculer la valeur de la résistance R6 en amont du transistor BC547. On a dit avoir besoin de 60 mA pour alimenter le buzzer et la LED rouge. On a même pris un peu plus large, ne serait-ce que pour alimenter la broche 4 du Ne555. Ce qui fait 0,06 A divisé par le gain, soit 500, ce qui fait 120 microampères qu'il faudra appliquer sur la base du transistor. Le BC547 sera alimenté en 5 volts comme tout le reste du circuit. 5 volts moins 0,7 volts de tension nécessaire pour que le transistor soit passant, divisé par 120 microampères. Il faut évidemment convertir 120 microampères en ampères pour le calcul. C'est pour ça que c'est impératif de connaître les bonnes unités de mesure. Ça nous donne une valeur de 35 833 ohms pour la valeur de la résistance R6. J'ai des résistances de 33 kΩ, ça le fera très bien. Nous avons donc la valeur d'un composant de plus, la résistance R6. On utilisera la même méthode pour calculer les valeurs des résistances R7 et R8. La résistance R7 aura une valeur de 47 ohms et R8 aura une valeur de 270 ohms. Comme je l'ai déjà dit précédemment, le schéma complet sera en fin de vidéo, mais c'est bien aussi de suivre la vidéo pas à pas pour comprendre chaque étape. Nous avons déjà bien avancé dans le projet. On a vu comment créer la bonne impulsion, comment stopper la régénération de la pile en appliquant une petite tension de 0,7 volts et un petit courant ici à la base du transistor. Comme tout le reste se passera juste avant la résistance R6 et que je n'ai plus de place sur mon tableau, je vais mettre une lettre, disons un A minuscule. Et ici, j'aurai besoin de prélever la tension de la pile. J'expliquerai la raison un peu plus loin dans la vidéo. Je vais donc placer un B minuscule. Rappelez-vous bien, le A minuscule correspond à l'alimentation de la base du transistor, qui stoppera la recharge, et le B minuscule correspond à la tension de la pile. Pour suspendre la régénération de notre pile et donner l'alerte,
il nous faudra l'une des 3 conditions que nous avons déjà abordées un peu plus tôt dans la vidéo. On utilisera une porte logique OU à 3 entrées que l'on schématise comme ceci. Chacune de ces entrées correspond à l'une de nos 3 conditions. Ici, c'est un schéma, mais il faut savoir que ce composant ressemble plus à ça. C'est un CD 4075 de type CMOS. Si on place l'encoche du composant sur la gauche, on peut lire son nom, CD 4075. La broche 7 sera reliée au négatif de l'alimentation. La broche 14 sera reliée au positif de l'alimentation qui, je le rappelle, est en 5 volts. À l'intérieur de ce composant, on retrouve 3 blocs comme celui qu'on a schématisé sur le tableau. Mais un seul de ces blocs nous sera utile. J'ai choisi celui-là. On retrouve bien nos 3 entrées, ici en rose, ainsi que la sortie en jaune. Si on applique une tension positive sur l'une des 3 entrées, alors la porte OU enverra une tension positive également vers le A minuscule qu'on a vu sur le premier schéma, ce qui alimentera le transistor BC547 qui stoppera immédiatement la recharge tout en donnant l'alerte visuellement avec la LED rouge branchée en parallèle avec un buzzer très bruyant. Sur chacune des entrées du CD 4075, on mettra une résistance de 10 kΩ en pull-down. Comme ça, chaque entrée sera à 0 V, sauf si l'une des conditions s'avère positive. C'est à ce moment précis que le CD 4075 basculera et enverra une tension positive en sortie. Occupons-nous de la première condition. Nous souhaitons que la porte logique OU reçoive une tension positive si la tension aux bandes de la pile est inférieure à 1,25 V. On va donc comparer les 2 tensions, celle de la pile et une tension de référence de 1,25 V. Prenons un AOP, le LM324, qui sera utilisé en mode comparateur de tension. Schématiquement, on le représente ainsi, mais concrètement, il ressemble à ça. Les broches qui alimenteront le LM324 sont différentes du composant précédent, alors soyez vigilants. Sur le LM324, c'est la broche 11 qui sera reliée à la masse, alors que la broche 4 sera reliée au positif de l'alimentation 5 V. Comme je l'ai déjà dit, les schémas du circuit seront en fin de vidéo. Vous pouvez également les télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans le descriptif, ainsi que le datasheet au format PDF de chaque composant. Ce composant, LM324, possède 4 amplificateurs opérationnels, utilisés ici en mode comparateur de tension. On en utilisera 3. Un comparateur de tension pour chaque condition qui stoppera la recharge. Repérons celui-ci pour la première condition. 2 entrées et une seule sortie. Remarquez que sur une entrée, il est indiqué plus, ce qui veut dire que c'est la broche non inverseuse de l'AOP. La broche avec le signe moins, c'est la broche inverseuse. L'AOP comparera les 2 tensions provenant de la broche non inverseuse et de la broche inverseuse. Pour faire simple, si la tension allant vers le plus est plus grande que l'autre, nous aurons une tension positive en sortie. A contrario, si la tension allant vers le moins est plus grande que l'autre, nous aurons une tension de 0 V en sortie. Comme le but sera de comparer la tension de la pile et une tension de référence de 1,25 V, on reliera la broche 13 avec le B minuscule du schéma précédent. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'avais placé la lettre B sur le premier schéma. C'est pour relever la tension aux bandes de la pile. La tension de référence sera obtenue simplement à l'aide d'un pont diviseur de tension. R12 et R13. Pour calculer les valeurs des résistances du pont diviseur de tension, c'est simple. On prend la tension d'alimentation, 5 volts, que l'on divise par la tension que nous voulons obtenir. Ici, c'est 1,25 volts. Ça fait 4. La tension de référence sera 4 fois plus petite que la tension d'alimentation. Si R12 égale 3 kΩ, alors R13 aura une valeur de 1 kΩ. Si on fait 3 plus 1, on retrouve bien 4. Aux bandes de cette résistance R13, on aura bien 1,25 volts.
tout juste 4 fois plus petite que 5 volts. Ça fonctionne aussi si R12 égale 30 kg et R13 égale 10 kΩ. Le but, c'est la proportion par rapport à la totalité des valeurs des résistances. Et voilà, notre première condition est terminée. Si la tension de la pile est inférieure à 1,25 volts, alors le NE555 ne rechargera plus la pile. La LED rouge s'allumera et le buzzer aussi. Pour la deuxième condition, celle qui se déclenchera si la pile chauffe, on fera presque pareil. On utilisera un autre AOP du même LM324. On va également comparer deux tensions provenant de deux ponts diviseurs de tension. Le but de cette condition sera de stopper la recharge de la pile si la température atteint environ 40 degrés. On utilisera une CTN, c'est une résistance dont la valeur diminue si la température augmente. Plusieurs CTN feront l'affaire. Ici, j'ai choisi une MF52103. Elle fonctionne de moins 40 à plus de 120 degrés. La CTN est ici. On mesurera la valeur de la CTN sur ce multimètre en mode ohmmètre. Et ici, on visualisera la température via cette sonde. On fait chauffer le tout. La température augmente alors que la valeur de la CTN diminue. À environ 40 degrés, on relèvera cette valeur. C'est celle dont on aura besoin pour calculer les ponts diviseurs de tension. On retient la valeur de 1 kΩ à 40 degrés. Retournons au tableau blanc. Le but ici sera d'équilibrer les deux ponts diviseurs de tension. Alors R15 et R17 auront la même valeur, disons 10 kΩ chacune. 10 kΩ pour R15 et 10 kΩ pour R17. Maintenant, la valeur de R14 sera égale à la valeur de R16 plus la valeur de la CTN. On sait qu'à 40 degrés, la CTN a une valeur de 1 kΩ. Alors, il y aura une différence de 1 kΩ entre R14 et R16. Si on prend R16, disons 1,2 kΩ, la valeur de R14 sera de 2,2 kΩ. Comme ça, on va dire à tout juste 40 degrés, les deux ponts diviseurs de tension sont bien équilibrés. Lorsque la température continuera d'augmenter, la tension aux bandes de R17 augmentera et fera basculer le LM324. Et on aura du positif ici, environ 5 volts. L'une des trois entrées du CD 4075 sera positive, alors la recharge s'arrêtera. Nous avons vu les deux premières conditions qui peuvent éventuellement stopper la régénération de la pile. Si la tension à ces bornes est inférieure à 1,25 volts, si la température est supérieure à 40 degrés. Voyons maintenant la troisième et dernière condition, celle qui stoppera la recharge lorsque la pile sera totalement rechargée. On utilisera un troisième AOP, toujours du même LM324 qui en contient 4. Le but sera de comparer la tension de la pile avec une tension de référence de 1,65 volts. On connectera notre B minuscule ici sur l'une des entrées de l'AOP et sur l'autre broche, on aura un pont diviseur de tension fournissant 1,65 volts en entrée. Que se passe-t-il concrètement? Nous avons le seuil de référence de 1,65 volts qu'il faut atteindre avant de stopper le NE555. La recharge de la pile ne sera pas linéaire, mais plutôt en dents de scie. Lorsque la tension aux bandes de la pile atteindra 1,65 volts, la recharge se stoppera. L'inconvénient, c'est que la tension aux bandes de la pile chutera un peu. Du coup, la recharge recommencera. Jusqu'à ce que la pile soit de nouveau à 1,65 volts, la recharge se coupe et ainsi de suite indéfiniment. Résultat, le buzzer grésille, la LED rouge scintille.
Pour régler ce problème, on va créer un effet d'hystérésis en ajoutant deux résistances à notre AOP. C'est ce que l'on appelle un trigger de Schmitt, du nom de son inventeur. On aura ainsi deux seuils au lieu d'un, mais pas les deux en même temps, ce sera à tour de rôle. On aura le seuil à 1,65 volts, et une fois qu'il sera franchi, ce seuil chutera à 1,4 volts, bien en dessous de la tension de la pile. Sur le graphique, ça donne ça. La tension de la pile augmente progressivement, toujours en dents de scie. Une fois que la tension de seuil haute est atteinte, c'est-à-dire 1,65 volts, le trigger de Schmitt fera baisser la tension de seuil, qui ne sera plus à 1,65 mais plutôt à 1,4 volts. La recharge sera stoppée, le buzzer sera allumé sans grésiller et la LED rouge restera allumée. Petit inconvénient, en faisant comme ça, en sortie de l'AOP, on n'aura pas une tension positive, mais plutôt une tension à 0 volts. C'est donc l'inverse de ce que l'on souhaite. On va ajouter une porte logique non en sortie de l'AOP. Quand la pile sera totalement rechargée, la sortie de l'AOP sera à 0 volts. On l'envoie vers la porte logique non qui, elle, enverra une tension positive vers le CD 4075 qui stoppera la recharge et alimentera le transistor du premier schéma. Le composant CD 4069 est une porte non qui ressemble à ça. Le schéma de la porte est visible ici. Remettons le composant dans le bon sens, histoire de voir rapidement le brochage du CD 4069, toujours avec l'encoche sur votre gauche. La broche 7 sera reliée au négatif, la broche 14 sera reliée au positif de l'alimentation 5 volts. On repère l'entrée de la porte non, ici en rose, et la sortie en jaune. Si une tension négative est appliquée à l'entrée, sur la broche 1, la porte non enverra une tension positive en sortie de la broche 2. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si on envoie une tension positive sur l'entrée, la porte non enverra du 0 volt en sortie de la broche 2. Le CD 4069 comporte 6 portes non comme celle qu'on vient de voir à l'instant. Pour aujourd'hui, une seule nous suffira. On avance, mais ce n'est pas tout à fait terminé. L'idéal serait qu'à partir du moment où la pile est totalement rechargée, que tout le système se mette en pause, tout en alertant, et que cela reste ainsi jusqu'à ce que l'on intervienne nous-mêmes. Une sorte d'interrupteur, ce serait bien. Pour ça, nous allons, avec deux portes logiques non OU, créer un interrupteur à mémoire. Lorsqu'il sera activé, c'est-à-dire lorsque la pile sera totalement rechargée, impossible d'aller en arrière, sauf si vous appuyez vous-même sur deux interrupteurs alternativement. C'est une sécurité supplémentaire. Les deux portes non OU proviennent d'un CD 4001. Comme pour tous les autres composants, il faut l'alimenter. La broche 7 sera branchée sur le négatif et la broche 14 sur le positif. C'est à partir de ce composant qu'on fera un interrupteur mémoire. Il contient 4 portes logiques non OU. 2 seulement seront utiles pour faire ce que l'on appelle une bascule RS. Les entrées des deux portes non OU sont en rose et les deux sorties sont en jaune. Je ne vais pas expliquer cette bascule RS parce qu'il existe déjà des vidéos entièrement consacrées à cette bascule. La chaîne de Philippe de Merliac aborde la bascule RS. La chaîne Tonin aborde aussi la bascule RS en utilisant également le CD 4001, le même composant utilisé ici. D'autres, comme Proto-Électronique, expliquent très bien le fonctionnement d'une bascule RS. Évidemment, je mettrai un lien vers ces 3 vidéos que je vous conseille. Un très rapide survol du montage avant le test. En haut à gauche, on retrouve tous les composants du premier schéma. L'UNE 555 est ici, les deux résistances ajustables ainsi que le condensateur qui créeront le signal carré qui va régénérer la pile. On repère très facilement la résistance d'1 watt qui est plus grosse que les autres. C'est la résistance R3, celle qui est en sortie de la patte 3 du NE 555. La diode est ici. Le transistor BC547 dont la base est reliée à la sortie de la porte logique OU à 3 entrées, qui lui reçoit les informations du LM324
et de la bascule RS. La porte logique non est ici. Le buzzer très bruyant est là. On ne peut pas passer à côté. La CTN est sur le côté droit, volontairement loin de la pile. Vous comprendrez très vite pourquoi. On remarque aussi que chaque circuit intégré possède un condensateur de découplage qui limitera les parasites. Chaque condensateur sera placé au plus proche des broches qui alimentent le composant. C'est d'autant plus important lorsque tout le circuit est sur breadboard, ce qui n'est pas toujours évident si on possède des condensateurs relativement courts comme celui-là. Dans ce cas précis, on fait au mieux. Ici, nous avons les deux LED du premier schéma. Une verte, qui indique que le NE 555 envoie bien une tension positive en sortie, et une LED rouge qui indique que le système est à l'arrêt. Les deux autres LED, verte et rouge, sont proches de la bascule RS. Lorsque je vais mettre le circuit sous tension, il faudra alternativement appuyer sur les deux boutons poussoirs qui sont ici pour commencer la régénération. Testons chacune des trois conditions qui stopperont la recharge. La première voudrait que si la tension aux bandes de la pile est inférieure à 1,25 V, alors tout le circuit se mettra en pause. Pour la vidéo, je mesure la tension aux bandes de la pile avant d'alimenter le circuit. Je place les cordons de mesure comme sur le schéma qui apparaît, aux bandes de la pile, à l'emplacement du B minuscule. Celle-ci est bien en dessous des 1,25 V minimum requis pour une régénération. Alimentons quand même le circuit. Je vous l'avais dit à plusieurs reprises tout au long de la vidéo, le buzzer est très bruyant. Première condition concluante. Faisons la même manipulation avec une pile qui est qualifiée pour une régénération. Toutes sont de type alcaline, c'est important. Nous allons tester le système au niveau de la température. Comme il est important de ne jamais chauffer une pile, vous comprenez pourquoi j'ai mis la CTN loin de la pile. Je place la sonde de la voie 1 de l'oscilloscope aux bandes de la résistance R17 et la sonde de la voie 2 de l'oscilloscope aux bandes de la résistance R15 qui correspond au seuil de déclenchement. La CTN est ici et de l'air chaud sera soufflé par là. La température monte, la tension aux bandes de la résistance R17 augmente aussi et fera basculer l'AOP. Sous le boîtier de la pile, il y a un trou parfait pour y placer la CTN. Deuxième condition concluante. Passons à la troisième et dernière des conditions. Celle qui fera que la régénération s'arrêtera lorsque la pile sera entièrement rechargée. Pour observer ce basculement, on peut utiliser soit 2 voltmètres ou un oscilloscope. Dans les deux cas, ça fonctionne très bien et les sondes seront placées au même endroit. On placera la sonde de la voie 1 de l'oscilloscope aux bandes de la pile. À l'emplacement du B minuscule, c'est le signal jaune. La sonde de la voie 2 sera placée entre la résistance R20 et R21, à l'entrée de l'AOP, sur la broche non inverseuse. C'est à cet endroit précis que le seuil basculera. C'est le signal bleu. Au niveau de la breadboard, les voyants sont au vert. La pile se recharge. Environ 1 heure plus tard, la pile est presque totalement régénérée. Pour s'amuser à faire les réglages et baisser volontairement le seuil de basculement, il suffit de faire varier la valeur de la résistance variable RA3. On peut donc faire de nombreux tests et ne pas avoir besoin d'attendre une recharge complète à chaque fois. Observez l'écran de l'oscilloscope, surtout le seuil en bleu. Dès qu'il sera franchi, il devrait chuter et passer en dessous de la tension aux bandes de la pile. Et voilà, malgré que la recharge se fait lentement, le basculement s'est fait franchement, exactement ce que l'on voulait. Pour info, on aurait pu également utiliser un trigger de Schmitt sur l'AOP qui s'occupe de la température, pour que le basculement soit aussi net. Condition 3 réussie. Dans tous vos circuits électroniques,
N'oubliez pas d'ajouter un fusible en série de l'alimentation ainsi qu'une diode en parallèle. À bientôt sur Electromic.